C'était il y a 530 millions d'années. Aucune espèce végétale, aucune espèce animale n'existait sur la terre ferme. C'était bien avant le temps des dinosaures. Les continents étaient des étendues stériles où rien ne poussait, où rien ne bougeait, ni sur le roc, ni sur le sable aride. Mais tout au fond de l'océan, des myriades de créatures étranges et qui ont presque toutes disparu inventaient de nouvelles formes de vie et prospéraient dans un environnement chaud et protégé. C'est autour de cette époque que vont apparaître les ancêtres communs à l'homme et à de nombreuses espèces d'animaux. Dans cet extraordinaire laboratoire de la nature, se sont animés des êtres bizarres et sans lendemain, qui ne s'apparentent à aucun animal vivant aujourd'hui. La mer était le berceau d'innombrables tentatives de l'évolution. Les hasards et les nécessités multipliaient les formes des êtres vivants pour ne laisser vivre que les mieux adaptés ou les plus chanceux. Les montagnes rocheuses de l'ouest du Canada culminent à 2000 mètres d'altitude. Il y a 530 millions d'années, tous ces sommets se trouvaient sous la mer. Et les créatures qui vivaient ici, au cours de la période dite du Cambrien, y sont toujours présentes, mais sous forme de fossiles. Il faut attendre l'été pour que la fonte des neiges laisse apparaître le versant de la montagne qui va livrer sa mémoire aux chercheurs du Musée royal canadien de l'Ontario. La couche minérale qui affleure ici a donné son nom à cet endroit appelé Burgess Shale, ou schiste de Burgess. Cette roche tendre se feuillette comme un livre, dont on tournerait les pages à coups de marteau. C'est comme si une œuvre écrite il y a 530 millions d'années nous était racontée feuillet après feuillet, chaque feuillet contenant des fossiles qui racontent leur histoire. Avant d'être pétrifié, ce trilobite a vécu dans la mer originelle. La marella avait la tête surmontée de grandes cornes. Celui-ci a été nommé Hallucigenia. Il était hérissé de rangées de prolifération acérées comme des aiguilles. Ses empreintes sont restées intactes. L'Aïchéaïa avait une multitude de pattes, comme un mille-pattes. Malgré la mollesse de son corps, la pureté de sa forme a été remarquablement préservée. Dans leur camp, sur la pente de la montagne, les chercheurs profitent d'un bref été pour arracher à la montagne les pages de sa mémoire avant qu'elle ne soit à nouveau scellée par le gel. Plus nous creusons, plus nous trouvons. Et plus nous trouvons, plus nous prenons la mesure de ce que nous ignorions. C'est un ensemble inépuisable. Nous nous trouvons dans un endroit formidable où chaque nouveau rocher peut révéler une forme de vie entièrement inattendue que personne n'avait encore jamais rencontrée. C'est vraiment un endroit formidable. Les innombrables restes fossiles préservés dans cette montagne sont pour l'homme un cadeau de la nature, dû à toute une série de hasards. Nous savons qu'il y a 530 millions d'années, ces sommets de plus de 2000 mètres étaient recouverts par la mer. Du fond de la mer s'élevaient d'énormes falaises immergées. À proximité de ces falaises évoluaient des créatures d'un autre âge. Un jour, un formidable glissement de terrain phénoménal s'est produit au pied de ces falaises. Elles se sont effondrées tout à coup et des tonnes de poussière sont tombées au fond de la mer. La plupart des organismes vivants qui évoluaient dans cette région n'ont pas eu le temps de s'échapper et ont été enterrés en un éclair sous cette avalanche minérale.
s'est sédimenté pour former ce que nous appelons le schiste de Burgess. Et ce minéral, comme un vaisseau venu d'un autre âge, nous restitue un instant de vie pétrifié il y a de cela 530 millions d'années. Le site du schiste de Burgess a été découvert il y a plus de 80 ans. Il a déjà livré à la science plus de 100 000 spécimens fossiles. Mais il a fallu attendre ces dernières années pour retrouver la forme réelle de ces créatures. À partir d'une empreinte de fossiles, le défi consistait, avec beaucoup de patience et de persévérance, à recomposer l'organisme en 3 dimensions. Nous sommes en Angleterre, dans la prestigieuse université de Cambridge. C'est ici qu'une équipe de chercheurs a travaillé sur ces restes fossiles. Ils ont livré le résultat de leurs recherches à la science. Le docteur Harry Whittington, éminent chercheur de l'université de Cambridge, a été fasciné dès sa première rencontre avec les fossiles remarquablement conservés du schiste de Burgess. Jusque-là, on ne savait presque rien des énigmatiques créatures du Cambrien, à quelques exceptions près, comme les trilobites. Le docteur Whittington a voulu élucider ce mystère à l'aide des fossiles de Burgess Shale. Cette créature, appelée Opabinia, questionnait depuis longtemps sa curiosité de scientifique. L'Opabinia est caractérisé par un long appendice partant de sa tête. À quoi pouvait lui servir cet organe qui fait penser à une extension de la bouche? L'étude du fossile avait permis de découvrir les traces d'un appareil digestif. Ce dernier avait une forme en U et commençait par la bouche, placée bien en dessous de la tête. Il n'était donc pas relié au mystérieux appendice dont la fonction restait une énigme. Le docteur Whittington n'en finissait pas d'étudier les fossiles dont il disposait jusqu'au jour où, dans les prélèvements de Burgess Shale, il découvre un nouveau spécimen de la créature. Avec un tout petit forêt, il a lentement décapé la couche de roche qui recouvrait le fossile. Alors, pour la première fois, le bout de l'appendice est devenu clairement visible. L'extrémité était divisée en deux, comme une paire de pinces. Il devait utiliser son appendice comme une trompe d'éléphant. Il saisissait la nourriture avec cette trompe, munie de pinces, puis il la portait à sa bouche. Le docteur Whittington s'interrogea également sur une autre particularité de l'Opabinia. Les parties blanches bien visibles sur la tête ne pouvaient être que des yeux. À regarder de plus près, il y en avait plus de 2. En réalité, il y en avait 5. Avec ses multiples yeux et son appendice, semblable à la trompe d'un éléphant, c'était une créature dépassant l'imagination la plus folle des biologistes, y compris la sienne. L'organisme que le docteur Whittington a recomposé sur la base de son analyse du fossile ne ressemblait à aucun être vivant connu de nos jours. J'ai dessiné une reconstruction de la créature que j'ai montrée à une conférence de paléontologues. Ils ont tous éclaté de rire, parce que c'était un animal aberrant. En plus de l'appendice et des yeux qui lui sortent de la tête, il n'avait aucune jambe pour marcher et devait nager à l'aide de nageoires. Mais après une étude aussi approfondie que possible, je suis convaincu que la créature était bien ainsi. C'est ce qui m'intéressait. Voici comment nous a été restitué un organisme aplati, fossilisé pendant la période cambrienne, il y a 530 millions d'années. Cet organisme s'appelait l'Opabinia. L'équipe de l'université de Cambridge, dirigée par le docteur Whittington, ne s'est pas uniquement contentée de reconstituer l'Opabinia.
Avec patience et méthode, ils ont révélé les secrets de beaucoup d'autres créatures anciennes. Et c'est ainsi que fut progressivement découverte une grande partie de la faune du Cambrien. Cette créature a un corps étroit, hérissé de protubérances piquantes. Il est difficile de dire où se trouvent la tête et la queue, le haut et le bas. Cette apparence étrange lui a valu le nom de hallucigénia, qui crée des hallucinations. Le Nectocaris est une créature curieuse. Comme une chimère, elle évoque la fusion de deux organismes différents. Elle semble avoir une tête de crevette sur un corps de poisson. Le Dinomichus ressemble à une fleur, mais en réalité c'est un animal et non une plante. À l'intérieur des parties en forme de pétale, la bouche et l'anus se trouvent l'un à côté de l'autre. L'Odontogryphus présente autour de la bouche des petites saillies comme des dents. Son nom signifie littéralement le mystère avec des dents. Que mangeait-il avec une telle bouche ? On a longtemps considéré que la faune du Cambrien n'était constituée que de créatures simples et peu diversifiées. Le docteur Whittington et son équipe ont démontré que ces animaux avaient déjà une structure complexe et une riche diversité de tailles et de formes. Parmi eux, dans cette nature, on a vu apparaître des organismes étonnants qui ont disparu sans arriver jusqu'à nous. Dans les mers du Cambrien vivait un monde étrange, un monde bien plus riche qu'on ne l'avait imaginé. On nous avait appris que les animaux du Cambrien étaient petits, simples et pas très variés. Cette vision a complètement changé, allant jusqu'à transformer l'idée même de l'évolution. Une grande partie de ce que nous pensions être le fruit d'une lente évolution se trouvait déjà là, et tout est apparu très rapidement. Les animaux ont des tailles variées. Leurs corps sont composés d'un nombre infini de cellules minuscules. Mais la toute première forme de vie ne contenait qu'une cellule unique. On dit que les organismes unicellulaires se sont rassemblés et ont formé les premiers animaux primitifs, pluricellulaires, il y a environ 1 milliard d'années. Un organisme qui ressemble à ce premier animal vit encore de nos jours dans un lieu inhabituel. Il vit à l'intérieur d'une pieuvre. Lorsqu'on extrait le rein de cette pieuvre pour l'observer au microscope, on découvre la présence d'un organisme minuscule, long d'à peine 1 millimètre. C'est un parasite, connu sous le nom de Disciemina. Il existe une technique de teinture qui permet de ne colorer que le noyau des cellules. Il devient alors possible de les compter et le Disciemina ne compte que 30 cellules. Sans tête ni jambes, le Disciemina a une structure simple. Les organismes qui sont apparus sur la Terre il y a 1 milliard d'années étaient comme lui des créatures informes. Mais par la suite, alors que les transformations de la Terre modifiaient l'environnement, les animaux ont pu commencer à évoluer. Il y a environ 750 millions d'années, les continents de notre planète étaient pratiquement collés l'un à l'autre pour former une énorme et unique masse terrestre. Puis, progressivement, cet énorme continent a commencé à se diviser. C'était il y a environ 600 millions d'années. Des mers peu profondes ont envahi les failles nées de cette division.
Entraînés par des pluies répétées, des sédiments de terre et de sable riches en apports nutritifs sont allés dans les mers. À la même époque, la part de l'oxygène dans l'atmosphère a augmenté, créant des conditions qui vont plus tard stimuler l'activité de la vie. Un nouvel environnement entraînait une nouvelle forme d'évolution. À quoi pouvaient ressembler les animaux qui vivaient dans ces mers peu profondes, il y a de cela 600 millions d'années? Dans le sud de l'Australie s'élèvent les collines d'Ediacara. Les couches minérales qui se sont formées au fond d'une de ces mers peu profondes, il y a 600 millions d'années, apparaissent ici à l'air libre. Les animaux qui vivaient dans ces mers anciennes ont laissé leurs empreintes en s'incrustant dans le sol devenu rocher. Ce fossile ressemble à un dessin rudimentaire, mais ses traits sont les restes d'un animal ancien. On imagine qu'il flottait dans l'eau en ondulant son corps fin, épais de quelques millimètres. Cette forme en feuille est un animal. Il s'est ancré au plancher marin avec la partie ronde de son corps. Il s'est nourri de produits nutritifs flottant dans l'eau. Une grande variété de ces animaux au corps souple évoluait déjà dans la mer. Il y a 600 millions d'années, ils bougeaient peu. La plupart d'entre eux flottaient simplement dans l'eau ou s'ancraient dans le fond marin. Nous connaissons à ce jour une trentaine d'espèces différentes. C'est quelques dizaines de millions d'années plus tard, dans la période cambrienne, que s'est produite une véritable explosion de l'évolution. À cette époque, plus de 10 000 espèces animales sont soudainement apparues. La raison d'une telle créativité reste obscure. Ce que nous savons, c'est que les organismes fossiles découverts dans le schiste de Burgess sont caractérisés par des traits nouveaux qu'on ne trouve pas dans la faune de la période précédente. Le trilobite, par exemple, a une coquille dure qui n'existe pas dans les espèces trouvées à Ediacara. Les très longues pointes qui hérissent le dos de l'Hallucigenia sont aussi une nouveauté. Des piquants aigus sont également apparus sur le corps du Wiwaxia. Ces organismes semblent se protéger entre eux d'un ennemi effrayant. Des indices suggèrent qu'en effet, il existait bien un prédateur qui s'attaquait aux Wiwaxia. Certains fossiles ont été retrouvés avec des pointes brisées. Quelques trilobites à coquille dure présentent des marques de morsure. Les premiers animaux se nourrissaient de matière organique qui flottait autour d'eux. Mais pendant le Cambrien, lorsque les espèces animales ont commencé à se multiplier, il est probable que sont apparues des créatures carnivores qui ont attaqué les autres organismes. À quoi ressemblaient ces prédateurs qui chassaient dans les mers anciennes ? Certains trilobites ont été retrouvés avec un type particulier de blessure. Cette marque de morsure aiguë, en forme de W, laisse supposer que l'assassin était un animal bien plus gros que sa proie et doté de dents bien plus aiguisées. Ce dessin est une évocation de la vie dans la mer cambrienne. Le plus grand organisme de cette reconstitution est un Sydneya qui pouvait atteindre la taille de 20 cm. Les chercheurs ont retrouvé un trilobite entier dans le canal alimentaire d'un Sydneya qui l'avait avalé. Le Sydneya était-il aussi responsable des marques en forme de W retrouvées sur le dos des trilobites ? Les premiers fossiles de Sydneya ont été découverts il y a plus de 80 ans, mais la façon dont ils se nourrissaient de leur proie est longtemps restée un mystère.
Nous connaissons aujourd'hui son comportement de chasseur grâce aux travaux du docteur David Burton, directeur du Muséum de paléontologie d'Oslo. On suppose que le sydneya nageait dans l'eau, sur le dos. Mais lorsqu'il se trouvait sur le fond, il y plantait ses griffes et rampait dans la boue. Ses membres antérieurs, très actifs, rapportaient tout ce qu'il trouvait sous lui, des petits coquillages et sûrement des vers. Il était capable d'écraser les coquilles à l'aide d'un dispositif semblable à un casse-noix au bout de ses membres. Ensuite, lorsqu'elle était cassée et déchiquetée, il portait à sa bouche la proie trouvée dans le sol. Était-il capable d'imprimer la marque de morsure trouvée sur les trilobites? Non, je ne pense pas. En fait, le sydneya n'avait pas de mâchoire. Il pouvait seulement avaler d'un coup les très petits trilobites ou écraser des petits coquillages. Mais il n'avait pas de mâchoire pour mordre vraiment. Si ce n'est pas le sydneya qui a blessé le trilobite, quelle sorte d'organisme était capable d'une telle morsure? Cette image nous fournit quelques indices sur l'identité du mystérieux carnivore. L'un d'eux est cette méduse. Les chercheurs de l'université de Cambridge ont étudié d'énormes quantités de fossiles ramenés de Burgess Shale. Le docteur Conway Morris avait pour mission d'analyser un fossile qui, à première vue, paraissait être celui d'une sorte de méduse. Mais il a remarqué que ce fossile n'avait pas la structure d'une méduse normale. Il présentait autour d'un orifice central des saillies dures en forme de dents. C'est une espèce de méduse très particulière qui ressemble à une tranche d'ananas. En effet, ce spécimen présente en son centre une cavité et il n'existe pas aujourd'hui de méduse ressemblant à cela. Nous avons imaginé que d'une manière ou d'une autre, cette créature était capable de se placer au-dessus de sa proie et d'y planter ses dents qui se serraient en convergeant vers le centre. La méduse pouvait donc être l'assassin de nos trilobites. À l'époque où le docteur Conway Morris était arrivé à cette conclusion, son confrère, le docteur Derek Bridge, s'intéressait, lui, à un autre fossile. Ce fossile a été baptisé Anomalocaris, ce qui signifie étrange crevette, parce qu'il devait, pensait-on, correspondre à la queue d'une créature ressemblant à une crevette. Une centaine de ces fossiles ont été trouvés et, curieusement, aucun n'avait de tête. Le docteur Bridge a commencé à se demander si l'hypothèse de la queue de crevette n'était pas une mauvaise base de raisonnement. S'il s'agissait bien d'une queue de crevette, on devrait y trouver la trace d'un appareil digestif. Mais rien de tel n'apparaissait dans le fossile. Le docteur Bridge a pensé qu'il pourrait s'agir non pas d'une queue, mais de la patte d'un autre organisme. C'est ainsi qu'il imagina une créature semblable à un mille-pattes, un énorme mille-pattes qui aurait été capable d'attaquer un trilobite. Mais à part les pattes, ni le corps, ni aucune structure portant une bouche n'ont pu être trouvés parmi les fossiles. Cette hypothèse est donc restée au point mort. Évidemment, nous étions extrêmement intrigués. Où donc était le corps auquel tous ces appendices appartenaient? Et puis, un jour, à la fin de l'année 82, j'ai reçu un coup de téléphone de Harry Whittington.
Il m'a dit qu'il avait trouvé le corps d'Anomalocaris. Bien sûr, j'étais surexcité. Nous l'avions cherché pendant si longtemps. C'était un fossile qu'il n'avait pas sorti de son tiroir depuis un bon moment. Un jour, le docteur Wintington a décidé de le ressortir et de le réexaminer. Certes, cela ressemblait bien au corps d'une créature, mais l'empreinte du fossile était si peu précise qu'il avait peine à comprendre de quel type d'organisme il s'agissait. Il a gratté la surface du fossile et il a vu apparaître une forme tout à fait inattendue. C'était quelque chose qui ressemblait à la queue d'une sorte de crevette. Mais il a aussi découvert autre chose. À côté de l'espèce de queue de crevette, il y avait une structure semi-circulaire. C'était un morceau du fossile que l'on croyait être une méduse. Et toujours sur le même morceau de pierre, en bas à gauche, on voyait l'extrémité d'une autre queue de crevette. Le docteur Wintington s'est dit que ces trois spécimens n'étaient peut-être pas trois fossiles différents, mais trois parties d'un même organisme. Il s'est risqué à formuler l'hypothèse que le fossile en forme de méduse pouvait être la bouche de l'organisme et les fossiles en forme de queue de crevette, ses tentacules. Cet organisme énigmatique, véritable anomalie, a été baptisé lui aussi Anomalocaris, comme ses tentacules en forme de crevette. En 1991, un chercheur canadien, le docteur Desmond Collins, a découvert un nouveau fossile d'Anomalocaris. On voyait clairement deux tentacules qui partaient de la tête de ce fossile, exactement comme le docteur Wintington l'avait imaginé. Et les éléments qui ressortaient à la base des tentacules devaient être ses yeux. Sur un autre fossile découvert au même moment, apparaissait très nettement la forme de ce qui pouvait être la queue de l'organisme. On avait enfin devant les yeux l'image du corps tout entier du mystérieux Anomalocaris. Il pouvait atteindre 60 cm de long. C'était le plus grand organisme de la période cambrienne. Il avait 14 paires de nageoires sur le corps. Ce qui étonnait le plus le docteur Wintington était sa bouche ronde. Que pouvait bien manger l'Anomalocaris avec cette bouche-là? Si la bouche s'ouvrait et se fermait sur un plan vertical ou horizontal, elle pouvait fonctionner. Mais dans ce cas-là, pourquoi était-elle circulaire? Il devait bien y avoir une raison. D'un autre côté, si la bouche s'ouvrait et se fermait comme le diaphragme d'un appareil photographique, cela devait lui rendre la mastication fort difficile. Dans un cas de ce genre, la démarche habituelle est de comparer avec ce que l'on connaît d'approchant chez des animaux vivants. Mais là, vraiment, il n'y avait rien de similaire. Ce qui nous a semblé le plus probable, c'est que cette bouche pouvait s'ouvrir en s'écartant vers l'extérieur, puis se refermer. Le docteur Wintington croit que l'Anomalocaris était un carnivore qui capturait ses proies à l'aide de cette bouche tellement singulière. Comment l'Anomalocaris nageait-il et comment capturait-il ses proies? Nous avons construit une maquette suivant les résultats des recherches du Dr Wintington et de ses collaborateurs. La structure de la bouche a elle aussi été fidèlement reconstituée. Et l'installation d'une commande à distance nous a permis d'actionner de loin les 14 paires de nageoires.
4 mois après notre première visite, nous avons apporté au Dr Whittington la maquette finalisée. C'était la première fois que les chercheurs voyaient un modèle d'Anomalocaris en 3 dimensions. Il est probable qu'il arrivait à l'Anomalocaris de s'attaquer à des trilobites. Pouvait-il laisser une marque de morsure en forme de W sur un trilobite? Nous avons décidé de le découvrir en lui faisant réellement mordre un modèle de trilobite dans un simulacre d'attaque. Nous avons pensé à un angle de ce type. Oui, je suis d'accord. Oh, il mord, c'est fait. Oui, oui, c'est bien en gros la même marque. Ici, il manque un morceau, mais là, la forme de la morsure n'est pas très différente. Non, il y a une possibilité de forme en W. Oui, c'est plausible. Et si on essayait avec un angle différent, comme ceci? Vous voyez qu'on peut obtenir une marque beaucoup plus nette, comme celle-ci. La morsure a laissé une trace en forme de W parfaite. Il ne fait aucun doute que le coupable qui a laissé les marques de blessures sur le dos des trilobites était l'Anomalocaris. L'Anomalocaris était-il bon nageur? Ces 14 paires de petites nageoires, les unes à côté des autres, sont aussi une autre de ses caractéristiques. D'après le docteur Whittington, en se déplaçant, sans produire trop de vibrations dans la couche supérieure de l'eau, l'Anomalocaris pouvait s'attaquer aux organismes qui vivaient dans les fonds sous-marins. L'avantage d'avoir de nombreuses nageoires de chaque côté du corps lui donne un moyen anatomique lui permettant de moduler à son gré sa direction et sa position et donc d'ajuster la précision de l'attaque. Il peut aussi se propulser vers l'arrière en inversant le mouvement de ses nageoires. Comme les griffes ne peuvent être lancées en avant, elles sont toujours dans cette position. Ainsi, quand l'animal devait saisir une proie, il lui fallait l'attraper en reculant. Et le modèle a vraiment reculé. C'est une démonstration très concluante. It's been a very satisfactory demonstration. Les mers du Cambrien ont donc vu naître ce terrible carnivore, l'Anomalocaris, avec sa bouche puissante et son mode de propulsion supérieur. On suppose qu'un des facteurs qui a précipité l'explosion cambrienne de l'évolution a été l'apparition de prédateurs comme l'Anomalocaris. Les 5 yeux que l'Opabinia avait au sommet de la tête devaient lui servir davantage à guetter les prédateurs qu'à trouver à manger. L'Opabinia devait être capable de repérer son ennemi, puis de s'enfuir à toute vitesse. D'où la nécessité de ses multiples yeux. Quant à la Lucigenia et au Vivaxia, ils se sont dotés d'un corps couvert de pointes aiguisées. L'une de leurs meilleures défenses était la fuite. Diverses façons de nager ont d'ailleurs été répertoriées. Certaines créatures se sont équipées de nageoires à la base de leurs pattes, ce qui leur a permis à la fois de marcher et de nager.
Les animaux ont choisi entre deux façons de se tortiller pour nager, remuer le corps latéralement de droite à gauche et de gauche à droite, ou onduler de haut en bas. Les animaux qui se nourrissaient d'organismes plus petits ont dû à leur tour se protéger des prédateurs plus gros qu'eux. Pour certains, la solution a été de s'enfoncer dans le sol boueux des océans. Afin de se protéger et d'assurer la survie de leur descendance, les créatures du Cambrien ont exploré tous les chemins ouverts à la vie. De tous les organismes pourchassés par l'Anomalocaris, le Pikaia semble être le plus faible. C'est pourtant, pensent les spécialistes, l'ancêtre de la lignée dont nous faisons partie, nous les hommes. Le Pikaia n'a pour se défendre ni coquille de protection, ni piquant. Au moment où les divers organismes ont choisi leur forme, quelle structure le Pikaia a-t-il adopté? Un organisme très proche du Pikaia vit toujours dans la mer, près des côtes de Floride aux États-Unis. Lorsqu'on ramasse et qu'on filtre le sable du sol marin, un petit organisme surgit. C'est un Amphioxus. L'Amphioxus se nourrit en aspirant l'eau et la matière organique qu'elle contient. Puis il la filtre à travers les fentes de son pharynx. Il n'a ni œil ni dents. Mais l'Amphioxus est équipé d'une structure originale, un élément blanc qui court tout le long de son corps, appelé corde dorsale. Cet axe rigide a pour fonction de lui soutenir le corps lorsqu'il se tortille pour nager. Le docteur Conway Morris a découvert que le Pikaia possède lui aussi une structure semblable à celle de l'Amphioxus. Cet élément en forme de barre qui parcourt le corps du Pikaia est une corde dorsale. C'est le principal atout de notre animal. Le Pikaia devait se servir de sa corde dorsale comme d'une colonne vertébrale lorsqu'il se tortillait pour nager. Je crois que le Pikaia a évolué vers un organisme proche du poisson. À partir du poisson, l'évolution a inventé les amphibiens qui, de nos jours, sont représentés par exemple par les grenouilles et les salamandres. Les amphibiens ont envahi la terre ferme au Dévonien. Ensuite sont venus les reptiles et les mammifères. Si le Pikaia n'avait pas survécu, s'il s'était éteint, il n'y aurait jamais eu de mammifères, ni d'êtres humains. Aujourd'hui, des animaux aux formes très diverses peuplent la Terre. Nombre d'entre eux ont un point commun, une colonne vertébrale que l'homme possède également. Si nous remontons le cours du développement de la colonne vertébrale, nous arrivons à la corde dorsale du Pikaia. La corde dorsale du Pikaia a été la base de la création de tous les vertébrés. Pendant le Cambrien, presque tous les organismes qui existent encore aujourd'hui sont apparus. Le Canadaspis a choisi pour sa part un squelette externe qui lui recouvre tout le corps. Aujourd'hui, les araignées, les crabes et les insectes sont les héritiers de cette structure. L'Opabinia, en revanche, avec ses 5 yeux et son appendice semblable à une trompe d'éléphant, s'est éteint. Il n'a pas réussi à créer une descendance viable.
sa morphologie caractéristique a disparu de l'histoire de l'évolution. Les organismes qui vivaient au Cambrien témoignent d'une véritable explosion des espèces. Mais beaucoup d'entre eux se sont éteints à cette période. On ne peut les rattacher à aucun des embranchements animaux représentés aujourd'hui. Quel a donc été le sort d'Anomalocaris, le plus grand, le plus puissant, l'invincible roi de la mer qui a régné sur la faune de Burgess? On a retrouvé les fossiles d'Anomalocaris bien au-delà du schiste de Burgess, dans de nombreuses régions du monde, jusqu'en Chine et en Australie. Une telle dispersion montre l'étendue de la zone de domination de l'animal. Sa bouche si étrange était-elle la clé de son pouvoir? Le docteur Naoki Suzuki de l'école de médecine de l'université de Jikkei a mis au point une méthode fondée sur l'examen au rayon X pour étudier la structure interne d'un fossile sans le détruire. Nous avons demandé au docteur Suzuki d'étudier encore plus en détail l'Anomalocaris. Ce que vous voyez maintenant sur l'écran est un plan situé à 1 mm à l'intérieur de la bouche. Regardez attentivement au centre, vous remarquerez qu'il y a une autre structure sous celle de la bouche. Une analyse encore plus poussée nous a révélé que cette deuxième structure était constituée de 3 plaques. Le docteur Suzuki pense que ces plaques se fermaient quand les dents extérieures s'ouvraient et qu'elles s'ouvraient quand les dents se refermaient. Avec ce dispositif ingénieux, la bouche de l'Anomalocaris est dessinée de façon à ne jamais laisser échapper la proie qu'elle a saisie. Les vertébrés, y compris l'homme, bougent les mâchoires à la verticale pour mordre. Les familles d'insectes, de crabes, de crevettes les actionnent à l'horizontale. Dans un cas comme dans l'autre, la proie est attrapée en bougeant les mâchoires dans un seul plan. L'Anomalocaris, lui, capture ses proies dans un angle de 360 degrés en les ramenant vers le centre de la bouche. La coordination des mouvements des deux jeux de mâchoires fait que la proie est écrasée sans pouvoir s'échapper, puis avalée. C'est un dispositif d'une efficacité redoutable. La structure de la bouche de l'Anomalocaris était bien plus remarquable que celle de l'homme. Avec cet instrument exceptionnel, l'Anomalocaris a continué à dominer les mers. Dans le désert de l'Utah, aux États-Unis, on a aussi trouvé des fossiles d'Anomalocaris. Ce gisement a 10 millions d'années de moins que le schiste de Burgess. Les fossiles ont été mis à jour par hasard lors de fouilles réalisées par des amateurs. C'étaient les derniers Anomalocaris fossiles. On n'en a jamais découvert dans des gisements plus récents. À cette époque, il n'y a aucune transformation globale de l'environnement. Le climat chaud a persisté pendant plusieurs dizaines de millions d'années. Il devait donc y avoir une abondance d'organismes nourriciers. On n'a pas encore trouvé la preuve de l'apparition d'un rival plus puissant à l'Anomalocaris. La raison de sa disparition demeure mystérieuse. Si l'on recommençait le parcours de l'évolution, obtiendrait-on les mêmes résultats? Non, sûrement pas. Des organismes qui n'ont pas survécu survivraient peut-être.
Il doit y avoir une part de chance qui joue. Mais nous ne savons pas comment le facteur chance intervient. L'Anomalocaris a prospéré pendant près de 20 millions d'années, 100 fois plus longtemps que la lignée humaine. Et pourtant, sa structure exceptionnelle n'a été transmise à aucune créature vivante aujourd'hui. Elle est perdue à jamais pour l'histoire de la vie sur Terre. À la suite d'un enchaînement de circonstances restées obscures, le Pikaia, que l'Anomalocaris pourchassait, a lui, fort heureusement, réussi à laisser une descendance dont l'évolution a probablement conduit à l'homme. « 530 millions d'années après le Cambrien, aujourd'hui, nous les hommes, les descendants des Pikaia, commençons seulement à tirer les enseignements de la multiplication des espèces qui a marqué cette période. Certains organismes du Cambrien restent toujours très mystérieux. On découvre encore actuellement des fossiles de créatures bizarres dans le schiste de Burgess. Le schiste de Burgess est sans aucun doute le gisement fossilière le plus important du monde. Il nous montre d'autres voies explorées par la vie que celles qui se sont développées jusqu'à nos jours. Ces organismes ressemblent souvent à des créatures de science-fiction, mais ils ont réellement existé. Et il y en a peut-être eu d'autres que nous pouvons seulement imaginer. Un membre de l'équipe, Andrew, a trouvé quelque chose. Où est Matt? Matt, viens ici une seconde. Regarde les yeux de ce machin. Il a des yeux? Oui, de grands yeux. Des yeux énormes, de très gros yeux. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Celui-ci, je ne l'avais encore jamais vu. Alors, ça s'appelle comment? Je crois que c'est un... C'est toi, Andrew, qui l'a trouvé? Oui. Alors, je crois que c'est un Andrewsaurus. Le schiste de Burgess s'étend en flanc de la montagne sur une dizaine de kilomètres. Seule une petite partie du gisement a été fouillée. Nous sommes, nous, les êtres humains, l'aboutissement d'une des innombrables possibilités qu'a inventé la vie sur la Terre. Les créatures du Cambrien qui reposent dans ces montagnes depuis plus de 500 millions d'années nous l'ont appris, par-delà l'abîme du temps géologique.